Après les premières grandes victoires de Shaka, la région entière semble devenir un sol qui bouge. Rien n'est stable, rien n'est prévisible. Les clans ne sont plus simplement des voisins, ils deviennent des vagues. Les frontières ne sont plus des lignes, elles deviennent des courants. Des familles entières se lèvent, comme à l'annonce d'un incendie, ramassent ce qu'elles peuvent et marchent vers l'inconnu. Le sud de l'Afrique entre dans une période où chaque mouvement en provoque un autre, comme si un immense animal secouait la savane d'un seul geste. Cette époque, les anciens l'appelleront plus tard le Mfekan, la grande dispersion, la grande tourmente. Contrairement à ce qu'ont raconté certains chroniqueurs étrangers qui cherchèrent des explications simples à des réalités complexes, Shaka n'est pas l'unique responsable du Mfekan. Les causes sont multiples, profondes, entrelacées. Il y a les ambitions de Zwide, qui voulait étendre sa puissance. Il y a les conflits anciens entre clans Nguni, qui couvaient comme des braises sous les cendres. Il y a les sécheresses, les besoins en pâturage, les pressions économiques qui remuaient les terres. Il y a même, très loin au sud, les conséquences indirectes des colons qui perturbaient les équilibres traditionnels. Le Mfekan n'est pas une création, c'est un étau, une convergence de forces. Mais Shaka, lui, se trouve au centre du mouvement. La chute progressive des Ndwandwe, affaiblis par leur défaite contre lui, déclenche un premier grand déplacement. Des groupes entiers quittent leur village, traversent les rivières, se heurtent à d'autres populations, qui elles-mêmes doivent se déplacer pour survivre. C'est une succession de vagues, une chaîne sans fin. Un peuple qui fuit en pousse un autre, qui en pousse un troisième. Les migrations ne sont plus individuelles, elles deviennent collectives. Dans ce chaos, de nouveaux leaders émergent, des hommes qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de montrer ce dont ils étaient capables sans cette période de turbulence. Parmi eux, Mzilikazi, un ancien chef Kumalo, formé sous Shaka lui-même. Leurs relations se brisent sur une divergence. Un malentendu, une rivalité, peut-être un désaccord sur la loyauté. Peu importe. Mzilikazi part avec ses fidèles. Il fuit vers le nord-ouest, franchit des territoires hostiles, survit à des attaques, absorbe des groupes, s'impose par sa discipline et finit par fonder un royaume puissant, plus au nord, le royaume Ndebele. Les peuples qu'il rencontre parlent longtemps de cet homme dont les guerriers combattent, comme les Zoulous, avec la même vigueur, la même méthode. L'ombre de Shaka voyage plus loin que Shaka lui-même. Le Mfekan ne touche pas seulement les guerriers. Il touche les familles, les enfants, les vieillards, les femmes qui marchent avec des jarres d'eau sur la tête, les hommes qui portent leurs maigres biens, les troupeaux qui avancent comme une poussière vivante. On quitte des terres où les ancêtres sont enterrés. On cherche des endroits où recommencer. Certains villages disparaissent, d'autres naissent. Certains chefs tombent, d'autres surgissent. À l'ouest, les peuples Tswana se déplacent, se reforment, construisent de nouvelles alliances. Au nord-est, les Swazi profitent du tumulte pour consolider leur pouvoir. Dans les montagnes, Moshoeshoe rassemble des clans dispersés, les unifie et fonde ce qui deviendra plus tard le Lesotho. Lui aussi comprend que, dans les périodes de tempête, ceux qui savent rassembler survivent mieux que ceux qui se replient. Le Mfekan n'est donc pas seulement une fuite, c'est aussi un moment de création politique. Et pendant que ces mouvements traversent la région comme des cyclones humains, Shaka, lui, voit affluer vers lui des clans entiers qui cherchent protection. Beaucoup préfèrent s'unir aux Zoulous plutôt que de risquer d'être écrasés par les guerres qui secouent la région. Certains arrivent affamés, d'autres arrivent armés. Tous arrivent avec la même idée. Mieux vaut être avec Shaka qu'en face de lui ou livré à soi-même. Il absorbe ces groupes